Regarde-moi ça, Chloé, hurla sa tante Isabelle, son doigt accusateur pointé vers une minuscule tache de vin rouge qui souillait le tapis persan. Tu es aussi inutile que cette vieille robe que tu portes? Tiens, prends ça et nettoie. Et fais vite. Les invités arrivent dans moins d'une heure pour célébrer la mémoire de mon père. Je ne veux pas que ta maladresse gâche cette soirée. Sur ces mots, elle lui jeta au visage une vieille robe de chambre rêche, un chiffon indigne de la splendeur du manoir. Chloé, le souffle coupé par l'humiliation, sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Pleurer ne ferait qu'amuser sa tortionnaire. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est la seule chose qui nous permet de continuer à créer ces récits pour vous. Maintenant, retournons à notre histoire, car la justice, parfois, prend des chemins très surprenants. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent et connecter avec vous tous, où que vous soyez dans le monde. C'est incroyable de savoir que nous partageons ces émotions ensemble, de Paris à Montréal, de Bruxelles à Abidjan. Chloé vivait un cauchemar éveillé depuis 10 longues années. Depuis la mort de son grand-père, l'homme qui l'avait élevée après la perte de ses parents, elle était devenue une ombre dans sa propre maison. Ce somptueux manoir parisien, avec ses hauts plafonds et ses jardins impeccables, était devenu sa prison dorée. Sa tante Isabelle et son oncle Bernard, qui avaient hérité de la gestion de la fortune familiale, la traitaient comme une domestique sans salaire. Il lui avait dit, avec un faux air de pitié, que le grand-père, dans un dernier moment de lucidité défaillante, avait oublié de la mentionner dans son testament. Elle n'avait donc droit à rien, sauf à leur charité, un mot qui avait le goût amer du poison. Elle vivait dans une petite chambre de bonne, sous les toits, mangeait les restes et portait les vieux vêtements de sa cousine. Ce soir-là, l'injustice était plus cruelle que jamais. La famille organisait une soirée de gala spectaculaire pour le 10e anniversaire de la mort du patriarche. Des centaines d'invités, l'élite de Paris était attendue. Pour Chloé, cela signifiait des jours de travail acharnés, à polir l'argenterie, à aider en cuisine et à s'assurer que chaque recoin de la maison brillait. Alors qu'elle se mettait à genoux pour frotter la tâche, le cœur lourd, sa cousine Amélie, une influenceuse Instagram de 20 ans, sortit son téléphone dernier cri. Un sourire cruel étirait ses lèvres parfaitement maquillées. Elle commença à filmer la scène, s'assurant de bien cadrer le visage défait de Chloé et la robe de chambre ridicule qu'elle portait. « Regardez notre petite Cendrillon, les amis », dit Amélie à ses milliers d'abonnés dans une story Instagram. Toujours prête à aider, même dans les moments les plus glamour. Quelle famille charitable nous sommes, n'est-ce pas? Que famille charitable, bonté, troisième hommage. Les rires discrets des quelques employés de maison présents résonnèrent comme des coups de poignard dans le cœur de Chloé. Elle frottait le tapis, les mains rougies, mais la véritable tâche, celle de l'humiliation, était gravée dans son âme. Elle se sentait si seule. Son grand-père, l'homme qui lui lisait des histoires et lui disait qu'elle était son trésor le plus précieux, comment avait-il pu l'abandonner ainsi? Comment avait-il pu la laisser à la merci de ces gens sans cœur? Chaque jour, elle passait devant son grand portrait qui dominait le hall d'entrée, et chaque jour, elle sentait une vague de tristesse et de trahison l'envahir. Elle avait cru en son amour inconditionnel, mais les faits étaient là. Il l'avait oublié, effacé de sa vie et de son héritage. Isabelle revint, inspecta le travail avec un air de dégoût et lui ordonna de retourner dans sa chambre, jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elle pour servir les boissons. « Et ne te montre pas trop, dit-elle. Ta présence risquerait de faire fuir nos invités de marque. » Chloé monta les escaliers de service, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente. Elle s'enferma dans sa petite chambre froide et s'assit sur son lit, le corps tremblant de rage et de chagrin. Elle regarda par la lucarne les voitures de luxe qui commençaient à arriver, déversant un flot de gens élégants et souriants.
Ils allèrent boire du champagne et manger des mets délicats en l'honneur d'un homme dont la propre petite-fille était traitée comme une paria. Elle ferma les yeux, souhaitant disparaître, souhaitant que cette nuit se termine au plus vite. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette soirée n'était pas seulement une commémoration. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le silence de son bureau, son grand-père avait orchestré une dernière surprise, un plan mis en place 10 ans plus tôt et programmé pour se déclencher à 22 heures précises. Elle pensait être la victime oubliée de cette histoire, alors qu'en réalité, elle en était la pièce maîtresse. Chaque humiliation, chaque larme silencieuse n'était pas un signe d'abandon. C'était la première scène d'une pièce de théâtre méticuleuse dont l'acte final allait secouer les fondations mêmes de cette maison et révéler qui était le véritable maître du jeu. Les sons étouffés de la fête parvenaient jusqu'à sa chambre mansardée, vagues de rire et bribes de musique qui se brisaient contre sa solitude comme des vagues contre un rocher. Chloé était assise sur le bord de son lit usé, le ventre noué par la faim et l'humiliation. Chaque éclat de rire qui montait du rez-de-chaussée était une nouvelle insulte, un rappel cruel de sa place dans cette maison. Elle se serrait les bras, essayant de se réchauffer dans la pièce glaciale, et se demandait pour la millième fois comment son grand-père, cet homme si bon et aimant, avait pu la condamner à une telle existence. La réponse, martelée par sa tante depuis 10 ans, était simple et brutale. Il l'avait oubliée. Un oubli qui avait transformé sa vie en une longue et pénible pénitence. Soudain, son vieux téléphone vibra sur la table de chevet. Un SMS d'Isabelle aussi froid et tranchant que sa voix. « Descends, tout de suite. J'ai besoin de toi dans le petit salon. » Il n'y avait ni s'il te plaît, ni merci. Juste un ordre. Chloé soupira, son souffle formant un petit nuage de buée dans l'air froid. Elle n'avait pas le choix. Elle enfila un simple pull noir sur sa vieille chemise, s'efforçant de paraître aussi invisible que possible, et descendit par l'escalier de service, le cœur battant la chamade à l'idée d'affronter à nouveau le mépris de sa famille et de leurs invités. Elle espérait juste devoir remplir des flûtes de champagne ou débarrasser des assiettes vides, une tâche anonyme qui lui permettrait de se fondre dans le décor. Mais Isabelle avait un plan bien plus cruel en tête. Elle attendait Chloé dans le petit salon, entourée d'un petit groupe d'invités importants, dont un député et sa femme, qui écoutaient attentivement. Dès que Chloé entra, sa tante afficha un air de grande préoccupation. « Ah, Chloé, te voilà enfin !» dit-elle d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Elle porta une main à son oreille, feignant la surprise. « Oh, c'est étrange. Ma boucle d'oreille en diamant. Elle a disparu. Je suis certaine de l'avoir mise avant que la soirée ne commence. » Un silence glacial s'installa. Tous les regards se tournèrent envers Chloé, qui se figea sur place, comprenant immédiatement le piège qui se refermait sur elle. « Tu n'aurais rien vu, par hasard, en nettoyant tout à l'heure ?» demanda Isabelle, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Chloé sentit le sang quitter son visage. Elle était prise au piège, accusée sans un mot. « Non, je n'ai rien fait, » balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. Son démenti était faible, fragile, face à l'assurance théâtrale de sa tante. Bernard, son oncle, s'approcha, jouant le rôle de l'homme raisonnable. « Chloé, si tu as fait une bêtise, il vaut mieux le dire maintenant. Nous saurons être cléments. C'est une pièce de famille, tu comprends. » L'humiliation était totale. Devant ces étrangers, elle était dépeinte comme une voleuse, une ingrate que la famille tolérait par pure bonté d'âme. Isabelle conclut la scène par un soupir magnanime. « Bien. Nous réglerons cela plus tard, en privé. Ne gâchons pas l'hommage à mon cher père. » D'un geste de la main, elle congédia Chloé, qui s'enfuit, les joues en feu, les larmes brouillant sa vue. Elle se réfugia dans le jardin, cherchant désespérément un peu d'air frais pour calmer le brasier dans sa poitrine. Le jardin était le seul endroit où elle se sentait encore proche de son grand-père. C'était son sanctuaire, un lieu où ils avaient passé des heures à parler des étoiles et des fleurs.
Alors qu'elle s'adossait à un vieux chêne, essayant de reprendre son souffle, une silhouette se détacha de l'ombre. C'était Jacques, le jardinier, un homme au visage buriné qui travaillait pour la famille depuis plus de 40 ans. Il était le seul à lui adresser parfois un sourire bienveillant. Il s'approcha d'elle, ses vieilles mains tenant un sécateur. « Mademoiselle Chloé ?» dit-il d'une voix basse et rauque. « Ne les laissez pas vous briser. Votre grand-père n'était pas un homme à oublier les siens. Jamais. » Chloé le regarda, surprise par sa hardiesse. Jacques jeta un regard prudent vers la maison illuminée avant de se pencher vers elle. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre grand-père me disait toujours une chose étrange. Il disait que les murs de sa bibliothèque avaient une meilleure mémoire que les hommes. » Il marqua une pause, ses yeux fixés sur les siens. Et il a ajouté « Jacques, si un jour le malheur frappe, dites à Chloé de ne jamais oublier la clé de sol. » Sur ces mots énigmatiques, il lui fit un clin d'œil discret, toucha le bord de son chapeau en signe de respect et disparut dans l'obscurité du parc, la laissant seule avec ce message qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais entendu. La bibliothèque, la clé de sol. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit alors qu'elle retournait à l'intérieur, se glissant discrètement parmi le personnel. Pour la première fois depuis 10 ans, une fissure apparut dans la certitude de sa misère. Et si? Et si son grand-père ne l'avait pas oublié? Et s'il avait laissé quelque chose derrière lui, un message caché que seule elle pouvait comprendre? Cette pensée, aussi folle soit-elle, était comme une bougie allumée dans les ténèbres de son désespoir. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais elle savait une chose. La bibliothèque de son grand-père, une pièce majestueuse à laquelle sa tante lui interdisait l'accès depuis des années, détenait peut-être une réponse. Plus tard dans la soirée, Isabelle et Bernard montèrent sur une petite estrade installée dans le grand salon. Derrière eux, un écran géant était prêt pour diffuser un diaporama de photos de famille. Bernard prit le micro, sa voix empreinte d'une fausse émotion. « Mon père était un homme de vision, un homme de cœur. » Commença-t-il. Chloé, forcée de se tenir au fond de la salle, sentit la nausée la gagner face à tant d'hypocrisie. Le diaporama commença, des images de familles heureuses défilant sur l'écran. Et puis, soudain, une image apparut, une image qui n'avait rien à faire là. Elle ne resta affichée que 3 secondes, probablement une erreur de manipulation, mais pour Chloé, ces 3 secondes furent une éternité. La photo montrait son grand-père, bien vivant et l'air vif, assis dans son bureau, en compagnie d'un homme en costume qu'elle ne connaissait pas. Il ne semblait pas du tout malade. Il souriait et pointait du doigt une ligne sur un document officiel. Mais le détail le plus choquant, celui qui fit s'arrêter son cœur, était l'incrustation numérique de la date en bas de l'image. Une date prise 1 semaine après la signature du testament qu'il avait déshérité. L'image disparut, remplacée par une photo d'Amélie sur un poney. Mais le mal était fait. Ce qu'elle venait de voir sur cet écran n'était pas une simple erreur. C'était une preuve que toute sa vie, depuis 10 ans, était construite sur un mensonge monumental. Et cette découverte n'était pas la fin de sa souffrance. C'était le début de sa vengeance. L'image avait disparu aussi vite qu'elle était apparue, mais elle était désormais gravée au fer rouge dans l'esprit de Chloé. Une date. Une simple date qui anéantissait 10 ans de certitude douloureuse. Son grand-père n'était pas malade, pas confus. Il était en pleine possession de ses moyens 1 semaine après avoir signé ce fameux testament qui la laissait sans rien. Le mot « oubli » se désintégra dans son esprit, remplacé par un autre bien plus terrible, trahison. Ce n'était pas son grand-père qui l'avait trahi, c'était sa propre famille. La soirée de gala, avec ses sourires hypocrites et son champagne hors de prix, se transforma sous ses yeux en une scène de crime grotesque. Elle ne voyait plus des invités, mais des complices silencieux d'une injustice qui avait duré 1 décennie. Une rage froide et déterminée commença à remplacer le chagrin qui l'avait habité si longtemps. Pendant que Bernard terminait son discours larmoyant, Chloé se glissa hors de la salle,
son esprit tournant à 1000 à l'heure. La bibliothèque, la clé de sol, les paroles de Jacques résonnaient maintenant avec une clarté assourdissante. Ce n'était pas une simple phrase réconfortante, c'était une instruction. Elle devait entrer dans cette bibliothèque, cette pièce interdite qui était le cœur de la maison et le sanctuaire de son grand-père. Profitant de l'inattention générale, alors que les invités se pressaient autour du buffet, elle monta les escaliers en courant, non plus comme une servante craintive, mais comme une héritière cherchant à reprendre ce qui lui était dû. La porte de la bibliothèque était toujours fermée à clé, comme pour protéger les secrets qu'elle contenait. Mais Chloé se souvenait d'un vieux trousseau de clés de service caché dans une armoire du couloir. Avec des mains tremblantes, elle essaya plusieurs clés avant d'entendre un déclic satisfaisant. La porte s'ouvrit dans un silence presque religieux. L'odeur de vieux livres et de cire d'abeille l'enveloppa, un parfum familier qui lui rappela instantanément son enfance. Rien n'avait bougé. Les murs étaient tapissés de livres du sol au plafond et le grand bureau en acajou trônait toujours au centre. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant un indice, quelque chose qui ressemblerait à une clé de sol. Elle passa ses doigts sur les reliures en cuir, son cœur battant la chamade. Puis, elle la vit. Ce n'était pas une clé en métal, mais un symbole musical délicatement gravé sur la tranche d'un recueil de partitions de Chopin, son compositeur préféré. C'était le livre qu'il lui jouait souvent le soir pour l'endormir. Avec une précaution infinie, elle tira sur le livre. Au lieu de venir, il s'enfonça légèrement, déclenchant un mécanisme silencieux. Une petite section de l'étagère pivota sur elle-même, révélant une cachette secrète. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois de rose. Chloé l'ouvrit avec une anxiété mêlée d'espoir. Elle contenait 2 objets. Le premier était une clé de coffre-fort de banque, lourde et froide. Le second était une enveloppe scellée à la cire portant son nom, écrit de la main ferme et élégante de son grand-père. Elle déchira le sceau, ses doigts tremblants. La note était courte, mais chaque mot était un baume sur ses blessures. « Ma chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que le temps de la vérité est enfin arrivé. La vraie musique ne se joue pas avant le dernier acte. Cette clé ouvre un coffre à la Banque transatlantique rue de la Paix. Fais confiance à Maître Renaud, mon avocat. Le code pour l'authentifier est nocturne. Il attend ton appel depuis 10 ans. Ton grand-père qui t'aime plus que tout. » Les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée coulèrent enfin. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et d'amour. Il ne l'avait pas oubliée. Il l'avait protégée. Alors qu'elle refermait la boîte, elle entendit des pas approcher dans le couloir. C'était sa cousine Amélie, probablement en route vers sa chambre pour retoucher son maquillage. Chloé eut juste le temps de tout remettre en place et de se cacher derrière un lourd rideau de velours. Amélie entra dans la bibliothèque, laissant la porte entr'ouverte, et commença une conversation téléphonique, probablement avec une de ses amies. Chloé sortit discrètement son téléphone et activa l'enregistrement audio. « Non, mais tu imagines. Maman l'a accusée de vol devant le député. C'était épique, » ricana Amélie. « Papa dit que c'est pour la garder sous contrôle, pour qu'elle n'ait jamais l'idée de réclamer quoi que ce soit. De toute façon, elle est trop stupide pour comprendre quoi que ce soit. On vit comme des rois depuis 10 ans et ce n'est pas près de s'arrêter. D'ailleurs, j'ai fait un virement de 10 000 € sur mon compte ce matin pour le shopping à Milan. La carte de la Fondation Grand-Père est vraiment magique. » Chloé sentit une vague de dégoût la submerger. Non seulement il l'avait humiliée, mais il pillait l'héritage de son grand-père à travers une fausse fondation. L'enregistrement audio était une preuve accablante. Elle l'enregistra dans un dossier sécurisé sur son téléphone qu'elle nomma « Justice ». C'était la première pièce de son arsenal. Après le départ d'Amélie, Chloé retourna dans sa chambre, la clé et la lettre précieusement cachées. Elle savait qu'elle ne pouvait pas appeler l'avocat immédiatement. Elle devait être prudente. Les jours suivants, elle devint une observatrice silencieuse, une espionne dans sa propre maison. Elle endura les humiliations avec une patience nouvelle, car elle savait maintenant qu'elles n'étaient que temporaires.
Chaque insulte, chaque ordre méprisant ne faisait que renforcer sa détermination. Elle utilisa son téléphone comme une arme. Elle prit des photos discrètes des relevés de compte de la fondation que Bernard laissait traîner sur son bureau, montrant des dépenses extravagantes dans des boutiques de luxe et des restaurants étoilés. Elle enregistra une conversation entre Isabelle et son oncle, où il se moquait de la naïveté de Chloé et discutait de la vente d'un tableau de maître appartenant à son grand-père pour financer leurs vacances aux Maldives. Elle fit des captures d'écran des stories Instagram d'Amélie, où elle paradait avec des sacs à main coûtant plus cher que ce que Chloé avait possédé dans toute sa vie, en remerciant ironiquement la générosité de son grand-père. Chaque preuve était un clou de plus dans le cercueil de leur arrogance. Le soir, seule dans sa chambre, elle assemblait son dossier numérique. Les enregistrements audio, les photos des documents, les captures d'écran. C'était un portrait accablant de cupidité et de cruauté. Elle se sentait forte, investie d'une mission. Ce n'était plus seulement pour elle, c'était pour l'honneur de son grand-père, pour rétablir la vérité qu'ils avaient si soigneusement enterrée. Elle savait que le moment d'agir approchait. Elle ne pouvait plus attendre. Elle regarda par sa fenêtre le ciel de Paris, les lumières de la ville brillant comme des promesses. Demain, elle appellerait Maître Renaud. Demain, elle déclencherait la tempête. Elle avait maintenant tout ce qu'il fallait pour les détruire. Le moment de la vérité était bien plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avant l'aube, une détermination glaciale ayant remplacé l'anxiété de la veille. Elle savait ce qu'elle devait faire. Chaque minute passée sous ce toit était un risque, mais aussi une opportunité de rassembler les dernières pièces du puzzle. Elle prit la clé du coffre et la lettre de son grand-père, les glissa dans la doublure de son vieux manteau, puis envoya un simple SMS à un numéro qu'elle avait appris par cœur, celui de Maître Renaud. Nocturne. J'ai besoin de vous voir. Urgent. La réponse fut quasi instantanée, comme si l'avocat attendait ce message depuis une éternité. Rendez-vous à 15 heures. Café de la paix. Je vous reconnaîtrai. Soyez prudente. Ce simple échange lui donna la force d'affronter ce qu'elle savait être sa dernière journée en enfer. La dernière journée en tant que victime. Le pic de l'arrogance de sa famille arriva plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Vers midi, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Isabelle entra, le visage rayonnant d'une joie cruelle. Elle tenait à la main un document officiel. « Chloé, mon ange, j'ai une merveilleuse nouvelle », commença-t-elle avec une douceur si rupeuse qui glaça le sang de la jeune fille. « Bernard et moi avons réfléchi. Ta présence ici, sans but, sans avenir. Ce n'est pas sain pour toi. Nous avons donc pris une décision, pour ton bien. Nous t'avons trouvé une place. » Elle posa le document sur la table. C'était une brochure pour un internat religieux très strict, situé à des centaines de kilomètres de Paris, connu pour sa discipline de fer et son isolement total. « Tu partiras demain matin. Nous avons déjà tout payé, c'est notre dernier acte de générosité. Tu y apprendras la discipline et la gratitude. » C'était l'humiliation suprême. Non seulement il la chassait, mais il le faisait sous le masque de la bienveillance, la condamnant à une nouvelle prison, loin de tout ce qu'elle avait jamais connu, loin de la possibilité de se battre pour son héritage. Chloé regarda sa tante, son visage un masque d'impassibilité. À l'intérieur, son cœur hurlait, mais à l'extérieur, elle semblait vaincue, résignée. Elle hocha simplement la tête, les yeux baissés. « Comme vous voudrez, ma tante, » murmura-t-elle. Cette apparente soumission ravit Isabelle. Elle avait enfin brisé la petite. Elle se retourna triomphante pour passer un appel. Chloé, sachant qu'elle n'avait plus rien à perdre, activa discrètement l'enregistrement vidéo de son téléphone et le posa derrière une corbeille de fruits. « Allô, Bernard? »« C'est fait, » dit Isabelle, sa voix redevenue dure et méprisante. La petite sotte a tout gobé. Demain, elle sera dans un train pour ce trou perdu et nous n'entendrons plus jamais parler d'elle. On pourra enfin vendre la maison sans avoir ce petit fantôme dans les pattes. J'ai déjà l'agent immobilier qui vient demain après-midi. On va enfin pouvoir toucher le pactole et vivre la vie qu'on mérite. Elle rit,
un son sec et déplaisant. Chloé arrêta l'enregistrement. C'était la dernière preuve dont elle avait besoin. La confirmation de leur intention de vendre le manoir, l'ultime trahison de la mémoire de son grand-père. Elle transféra immédiatement la vidéo, ainsi que toutes les autres preuves, sur un compte de stockage en ligne sécurisé, puis envoya un lien d'accès à Maître Renaud avec le message « Pour notre rendez-vous ». Elle passa les heures suivantes comme une automate, faisant ses maigres bagages sous le regard satisfait de sa tante. Elle semblait brisée, une coquille vide. Mais à l'intérieur, un compte à rebours avait commencé. À 14h30, elle enfila son vieux manteau, son unique valise à la main. Je vais dire au revoir au jardin une dernière fois, dit-elle d'une voix tremblante. Isabelle, magnanime dans sa victoire, lui accorda ce dernier caprice d'un geste dédaigneux. Mais Chloé ne se dirigea pas vers le jardin. Elle sortit par la porte de service, marcha d'un pas rapide jusqu'à la station de métro la plus proche et se fondit dans la foule parisienne. Elle était enfin libre. Le Café de la Paix était bondé, mais elle repéra immédiatement un homme élégant d'une soixantaine d'années assis seul à une table, un exemplaire du Figaro posé à côté de lui. Il avait des yeux vifs et intelligents qui semblaient scruter la salle. Quand il la vit, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il se lève. « Mademoiselle Chloé, je suis Maître Renaud. Votre grand-père m'avait dit que vous aviez ses yeux. » Sa voix était calme et rassurante. Pour la première fois depuis des années, Chloé se sentit en sécurité. Elle s'assit et, sans un mot, lui tendit la clé et la lettre. Il examina les deux objets, puis hocha la tête. « Tout est en ordre. J'attendais ce jour. J'ai bien reçu le lien avec vos preuves. C'est encore pire que ce que votre grand-père avait anticipé. » Il lui expliqua alors le plan, un plan d'une ingéniosité et d'une audace incroyables. Le testament qu'il avait déshérité n'était qu'un leurre. Le véritable testament, celui qui faisait d'elle l'unique héritière de toute la fortune, était conservé dans ce coffre-fort. Mais il y avait une condition. Votre grand-père voulait que la vérité soit révélée publiquement, expliqua l'avocat. Il voulait que leur cupidité soit exposée aux yeux de tous. Il a tout prévu. Le gala d'anniversaire n'était pas leur idée. C'était une suggestion qu'il avait glissée dans une note à son notaire, sachant qu'il sauterait sur l'occasion de parader. Maître Renaud sortit une tablette de sa mallette. Voici le clou du spectacle. Votre grand-père a enregistré un message vidéo quelques jours avant sa mort. Il est programmé pour être diffusé sur l'écran géant de la soirée à 22 heures précises, via un système que j'ai fait installer discrètement par un technicien. Personne ne pourra l'arrêter. Il lui montra une interface sur la tablette. À la fin de la vidéo, vous appuierez sur ce bouton. Cela déclenchera simultanément le transfert de tous les actifs sur un compte à votre nom et enverra une copie de toutes vos preuves à un journaliste d'investigation réputé, ainsi qu'au procureur de la République. Chloé était stupéfaite. Son grand-père n'avait pas seulement protégé son héritage, il avait orchestré une vengeance posthume d'une précision chirurgicale. Elle regarda l'avocat, une nouvelle confiance brillant dans ses yeux. « Ils pensent que je suis dans un train, en route pour l'oubli, » dit-elle. « Ils vont avoir une sacrée surprise. » Maître Renaud sourit. « C'est le moins que l'on puisse dire. » Maintenant, nous avons quelques heures devant nous. Il est temps de vous préparer pour votre couronnement. Fini la robe de chambre. Ce soir, vous serez une reine. Il la conduisit ensuite dans une boutique de haute couture voisine, où une magnifique robe de soirée, choisie des mois à l'avance, l'attendait. En se regardant dans le miroir, transformée, elle ne reconnut pas la jeune fille timide et craintive qu'elle avait été. Elle voyait une femme prête à affronter son destin. Le masque qu'on lui avait imposé pendant 10 ans allait enfin tomber. Et quand il tomberait, il n'emporterait pas seulement ses tortionnaires, mais il révélerait au monde entier qui était vraiment Chloé, la véritable et unique héritière. La transformation était si spectaculaire que Chloé elle-même eut du mal à se reconnaître. La robe de soirée, d'un bleu nuit profond qui rappelait la couleur de ses yeux,
tombaient en cascade de soie autour d'elle. Ses cheveux, habituellement tirés en un chignon sévère, avaient été coiffés en boucles souples qui encadraient un visage où la détermination avait remplacé la peur. Ce n'était plus la Cendrillon soumise, mais une femme prête à réclamer son royaume. Maître Renaud la regardait avec une approbation paternelle. « Votre grand-père serait si fier de vous, mademoiselle, » dit-il doucement. Ils passèrent les heures suivantes dans le salon privé d'un grand hôtel près de l'Opéra Garnier, un quartier général de fortune pour la bataille à venir. Le calme qui y régnait contrastait violemment avec la tempête qui se préparait. Sur la table basse, la tablette contenant le destin de sa famille était posée comme une bombe à retardement. Pendant que Chloé se préparait mentalement, l'avocat finalisait les derniers détails avec une efficacité redoutable. Il était au téléphone, sa voix calme mais ferme, coordonnant les mouvements de ses alliés. « Oui, monsieur le procureur, le dossier complet vous sera transmis à 22h05. Il contient des preuves de détournement de fonds, d'abus de confiance et de fraude fiscale. Non, je vous assure, c'est irréfutable. » Puis un autre appel. « Jacques, c'est Renaud. Tout est en place. Le technicien a confirmé que le système est opérationnel et non traçable. Personne ne pourra l'interrompre. Assurez-vous simplement que la connexion Wi-Fi du manoir reste stable. C'est crucial. » Chloé écoutait, fascinée par la précision du plan. Son grand-père n'avait rien laissé au hasard. Il avait tissé une toile complexe dont les fils convergeaient tous vers cette soirée. Elle prit son propre téléphone et envoya un message à un contact que Maître Renaud lui avait donné. Un journaliste d'investigation célèbre pour avoir fait tomber plusieurs personnalités corrompues. Ce soir, 22h05. Le lien que vous avez reçu sera actif. L'histoire de votre carrière vous attend. Soyez prêt à publier. La réponse fut un simple pouce levé, un signal qui valait toutes les promesses du monde. Pendant ce temps, au manoir, l'ambiance était à l'euphorie. Isabelle et Bernard, persuadés que Chloé était désormais hors de leur vie, savouraient leur victoire. Ils avaient rassemblé un petit cercle de leurs amis les plus proches dans le grand salon pour un toast privé avant le début de la grande soirée. L'agent immobilier, un homme à l'air suffisant, était déjà là, un contrat de vente exclusive posé sur la table. Amélie, bien sûr, filmait la scène pour sa story Instagram, une flûte de champagne à la main. « À nous », déclara Bernard en levant son verre. « À une nouvelle vie, débarrassée des fardeaux du passé. Mon père, de là-haut, serait fier de voir comment nous avons fait fructifier son héritage. » Isabelle ajouta avec un rire cristallin. « Et à la fondation, qui nous permet de faire tant de bonnes œuvres. » Elle fit un clin d'œil complice à son mari. L'agent immobilier, ne voulant pas être en reste, ajouta. « Et à la vente rapide de cette magnifique demeure. J'ai déjà plusieurs acheteurs potentiels, des investisseurs russes très discrets. Ils paieront cash sans poser de questions. » C'était leur dernière erreur, leur dernier acte d'arrogance. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jacques le jardinier, en train de tailler des rosiers juste sous la fenêtre ouverte du salon, avait tout entendu. Son téléphone, discrètement posé sur le rebord de la fenêtre, enregistrait chaque mot. Quelques minutes plus tard, Chloé reçut un fichier audio. Elle l'écouta avec Maître Renaud, leur visage se durcissant à chaque mot. La preuve de leur intention de vendre la maison et de traiter avec des acheteurs douteux était la touche finale, le dernier clou sur leur cercueil. « Transférez-le immédiatement dans le dossier partagé », ordonna l'avocat. « Le procureur appréciera ce petit bonus. » L'heure tournait. 21h. La soirée de gala battait son plein. Le manoir scintillait de mille feux, une façade brillante cachant une pourriture profonde. Isabelle, Bernard et Amélie paradèrent parmi leurs invités, acceptant les condoléances et les compliments avec une grâce étudiée. Ils étaient les maîtres du monde, invincibles, intouchables. Ils ne se doutaient pas que, à quelques kilomètres de là, leur juge et bourreau se préparaient à entrer en scène. À 21h45, une voiture noire aux vitres teintées se gara dans une rue adjacente au manoir. Chloé et Maître Renaud en sortirent. « Êtes-vous prête ?» demanda l'avocat.
Chloé prit une profonde inspiration. Elle repensa à toutes les humiliations, à la faim, au froid, aux larmes silencieuses. Elle repensa à la bonté de son grand-père et à la cruauté de ceux qui avaient usurpé sa place. Plus que jamais, répondit-elle, sa voix ne tremblant pas. Ils entrèrent dans le manoir par une porte de service que Jacques leur avait laissée ouverte. Personne ne les remarqua. Ils se dirigèrent vers un petit balcon qui surplombait le grand salon. Un point d'observation parfait, caché dans la pénombre. De là, ils pouvaient voir toute la scène. L'écran géant qui diffusait encore des photos de famille, les invités qui riaient, et sa famille, au centre de tout, rayonnante de suffisance. 21h59. Le moment approchait. Chloé tenait la tablette, son pouce planant au-dessus du bouton rouge qui allait déclencher l'apocalypse. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une exaltation féroce. C'était le calme avant la tempête, les dernières secondes d'un monde construit sur le mensonge. Dans quelques instants, ce monde allait s'écrouler en direct, sous les yeux de l'élite parisienne et de milliers d'internautes. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La musique s'arrêta. Les lumières se tamisèrent. Bernard monta sur l'estrade, prêt à prononcer le discours final en l'honneur de son père. Mais l'écran derrière lui ne s'éteignit pas. Au contraire, il scintilla, puis afficha un visage que personne ne s'attendait à revoir ce soir. Le spectacle allait commencer. Bernard se tenait sur l'estrade, le micro à la main, un sourire suffisant aux lèvres, prêt à livrer son ode hypocrite à la mémoire de son père. Les invités le regardaient avec une attention polie. Mais l'attention de tous fut soudainement détournée. L'écran géant derrière lui, qui aurait dû s'éteindre, s'illumina d'une lueur blanche et intense. Un silence perplexe parcourut la salle. Puis, un visage apparut, projeté en très gros plan, un visage que tout le monde reconnut instantanément. C'était celui du patriarche, le grand-père de Chloé. Mais il n'était pas figé sur une vieille photo. Il était vivant, regardant droit dans la caméra, ses yeux brillants d'une intelligence et d'une tristesse infinie. L'enregistrement avait commencé. « Bonsoir à tous », commença la voix du vieil homme, une voix calme et puissante qui remplit le salon d'une autorité posthume. Si vous voyez ce message, cela signifie que 10 années se sont écoulées depuis ma mort. Et cela signifie aussi que ma plus grande crainte s'est réalisée. Un murmure d'incompréhension ondula parmi les invités. Isabelle et Bernard se regardèrent, leur sourire se figant sur leurs visages. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. « J'ai aimé mes enfants », continua la voix, « mais je n'étais pas aveugle. Je connaissais leur faiblesse pour l'argent et les apparences. C'est pourquoi j'ai conçu une épreuve. Un test de 10 ans. Je leur ai confié la gestion de ma fortune et, plus important encore, je leur ai confié mon trésor le plus précieux, ma petite fille, Chloé. » À la mention de son nom, un frisson parcourut l'assemblée. Isabelle sentit une sueur froide perler sur son front. Le testament qu'ils ont présenté n'était qu'un leurre, conçu pour tester leur cœur. Je voulais voir s'ils prendraient l'un soin d'elle, s'ils l'aimeraient comme je l'ai aimée. Malheureusement, j'avais anticipé leur échec. L'écran se divisa en deux. D'un côté, le visage du grand-père. De l'autre, des images de caméras de surveillance cachées commencèrent à défiler, des images tournées au cours des 10 dernières années. Les invités assistèrent, horrifiés, à une décennie de cruauté. Ils virent Isabelle jeter la robe de chambre au visage de Chloé. Ils entendirent Bernard la traiter d'inutile. Ils virent Amélie la filmer pour l'humilier sur Instagram. Ils virent Chloé, amaigrie, manger seule dans la cuisine froide. Chaque scène était une accusation silencieuse, un coup de poignard dans la façade respectable de la famille. « Ils ont échoué à l'épreuve de l'humanité », reprit la voix du grand-père. « Et maintenant, il est temps pour eux de faire face aux conséquences. » La vidéo de surveillance la plus récente apparut. La scène où Isabelle accusait faussement Chloé d'avoir volé la boucle d'oreille. Le député et sa femme, présents dans la salle, devinrent livides, comprenant qu'ils avaient été les témoins d'une mise en scène sordide.
Puis vint l'enregistrement audio de la conversation d'Amélie, sa voix de gamine gâtée se vantant du pillage de la Fondation Grand-Père. Les invités se tournèrent vers elle, leur visage un mélange de dégoût et de mépris. Amélie, le téléphone toujours à la main, devint blanche comme un linge. La chute était diffusée en direct à ses milliers d'abonnés. Le coup de grâce arriva avec la dernière vidéo, celle enregistrée quelques heures plus tôt. La voix triomphante d'Isabelle, annonçant l'envoi de Chloé dans un internat isolé et son plan de vendre la maison à des investisseurs douteux, résonna dans un silence de mort. Bernard tenta de se précipiter vers le système de projection pour tout arrêter, mais il était trop tard. Le système était verrouillé, contrôlé à distance. Mon véritable testament, conclut le grand-père, son visage occupant à nouveau tout l'écran, est resté scellé pendant 10 ans. Il stipule que si ma famille a échoué à cette épreuve, alors aujourd'hui, à 22 heures précises, la totalité de ma fortune, chaque euro, chaque action, chaque propriété, y compris cette maison, est transférée à sa seule et unique héritière légitime, ma petite-fille, Chloé. À cet instant précis, alors que le mot Chloé résonnait encore, les portes du grand salon s'ouvrirent, et elle apparut. Resplendissante dans sa robe bleu nuit, elle descendit lentement les quelques marches, non plus comme une servante, mais comme la maîtresse des lieux. Un silence stupéfait s'empara de la salle. C'était un coup de théâtre si parfait, si spectaculaire, que personne n'osa bouger. Chloé avança, son regard fixé sur sa tante et son oncle, qui la fixaient, leurs visages déformés par l'incrédulité et l'horreur. Du balcon, Maître Renaud appuya sur le bouton rouge de la tablette. Au même moment, les téléphones d'Isabelle, de Bernard et d'Amélie vibrèrent simultanément. Des notifications bancaires s'affichèrent sur leurs écrans. Transactions refusées. Solde insuffisant. Leurs cartes de crédit venaient d'être désactivées. Leurs comptes venaient d'être vidés. Leur monde venait de s'écrouler. « C'est impossible !» hurla Isabelle, sa voix stridente brisant le silence. « C'est un montage. C'est un mensonge. » Mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient tournés vers Chloé, qui s'était arrêtée au centre de la pièce, une expression de calme souverain sur le visage. Des agents de sécurité, discrètement engagés par Maître Renaud, s'avancèrent. « Madame, monsieur, je crois qu'il est temps pour vous de partir, » dit l'un d'eux d'une voix ferme. Bernard, dans un dernier sursaut de rage, se jeta sur Chloé. « Petite garce, tu vas me le payer. » Mais Jacques, le vieux jardinier, s'interposa, aussi solide que le chêne de son jardin, et repoussa Bernard sans effort. Les agents de sécurité maîtrisèrent de Bernard et Isabelle, qui se débattaient comme des bêtes prises au piège. Alors qu'on les escortait vers la sortie, sous les flashs des téléphones des invités qui immortalisaient leur chute, Chloé prit le micro qu'ils avaient laissé tomber. Sa voix, claire et forte, résonna dans la salle. « Cette maison n'est plus un lieu de mensonges et de cupidité, » déclara-t-elle. À partir de ce soir, elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un foyer. Et la fondation de mon grand-père ne servira plus à financer des sacs à main, mais à aider des jeunes qui, comme moi, ont connu l'injustice. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les invités, témoins de cette justice poétique, l'acclamaient. Dehors, les premiers journalistes, alertés par le contact de Maître Renaud, arrivaient déjà. La chute de la famille était devenue une nouvelle nationale. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Chloé devint viral en quelques minutes. Les stories d'Amélie, qui avaient capturé le début du désastre, étaient partagées des milliers de fois, mais cette fois, les commentaires n'étaient pas plus des moqueries, mais des messages de soutien pour Chloé et de haine pour sa famille. La vérité avait enfin éclaté et rien ne serait plus jamais comme avant. Chloé se tenait au milieu du salon, entourée de visages bienveillants, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de triomphe. La justice était rendue et ce n'était que le début de la chute de ceux qui lui avaient trop tout pris. Elle avait récupéré son nom, son héritage et, plus important encore, sa dignité.
La chute fut aussi brutale et spectaculaire que leur règne avait été arrogant. Dans les jours qui suivirent cette nuit mémorable, l'histoire de Chloé fit la une de tous les journaux. La vidéo du testament de son grand-père, couplée aux preuves accablantes de fraude et d'abus, devint virale, accumulant des millions de vues à travers le monde. Le hashtag Justice pour Chloé ne se contenta pas d'être une tendance passagère. Il devint un mouvement, un cri de ralliement pour tous ceux qui avaient un jour souffert en silence. Pour Isabelle et Bernard, le réveil fut un cauchemar sans fin. Expulsés du manoir qui n'était plus le leur, ils se retrouvèrent à confronter à la justice. Le dossier monté par Maître Renaud et enrichi par les preuves de Chloé était en béton armé. Ils furent reconnus coupables de détournement de fonds, d'abus de confiance, de fraude fiscale et de séquestration morale. La sentence fut lourde, plusieurs années de prison ferme et la saisie de tous leurs biens personnels pour rembourser les sommes colossales volées à la Fondation. Leur réputation, autrefois immaculée, fut réduite en cendres. Leurs amis de la haute société leur tournèrent le dos, et leur nom devint synonyme de honte et de cupidité. Amélie, quant à elle, connut une déchéance d'un autre genre, peut-être pire encore pour une influenceuse, l'oubli social. Sa carrière sur Instagram s'effondra du jour au lendemain. Ses sponsors la lâchèrent et ses abonnés, autrefois admiratifs, se transformèrent en une meute de détracteurs. Elle fut forcée de vendre ses sacs de luxe et de quitter son appartement du 16e arrondissement, devenant le symbole de la vacuité d'une vie construite sur les apparences et la méchanceté. Chloé, de son côté, embrassa sa nouvelle vie avec la même grâce et la même humilité qui l'avaient caractérisée dans ses jours les plus sombres. La première chose qu'elle fit fut de transformer le manoir. Elle le rebaptisa la villa du grand-père et en fit le siège de la véritable fondation, qu'elle restructura entièrement. Fini les dépenses extravagantes. Chaque euro était désormais consacré à sa mission. Offrir des bourses d'études, un soutien psychologique et un toit aux jeunes orphelins ou issus de familles abusives. Elle engagea Jacques, le fidèle jardinier, comme régisseur de la propriété, lui offrant une retraite dorée et la reconnaissance qu'il méritait. Maître Renaud devint le président du conseil d'administration de la Fondation, veillant à ce que la volonté du grand-père soit honorée à jamais. L'histoire de Chloé attira l'attention d'une célèbre plateforme de streaming qui lui proposa de produire une mini-série inspirée de sa vie. Elle accepta à une seule condition, que tous les bénéfices soient reversés à la Fondation. La série fut un succès international, inspirant des milliers de personnes à travers le monde et permettant à la Fondation d'étendre son action à une échelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous passez devant la villa du grand-père, vous n'y verrez plus des voitures de luxe, mais des jeunes gens riant dans les jardins, des étudiants travaillant dans la bibliothèque autrefois interdite, et une atmosphère de joie et d'espoir. Chloé n'est plus la victime silencieuse, mais une philanthrope respectée, une voix pour les sans-voix. Elle a trouvé l'amour auprès d'un jeune architecte qui l'admire non pas pour sa fortune, mais pour son cœur immense. Ils se sont mariés dans le jardin, sous le même chêne où elle avait pleuré tant de fois, transformant un lieu de tristesse en un symbole de renouveau. Le contraste entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui est saisissant. La jeune fille en robe de chambre rêche est devenue une femme qui change le monde, prouvant que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang ou la richesse, mais dans la résilience de l'esprit et la bonté de l'âme. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Elle nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher, même si elle prend du temps. Elle nous montre qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation, car les plus grandes forces se cachent souvent dans les cœurs les plus humbles. Et surtout, elle prouve que la patience et le courage sont des vertus qui, tôt ou tard, sont toujours récompensées. Quelle leçon avez-vous tiré de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors,
Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.